Dragon Ball Z est une saga culte qui a marqué toutes les générations. La mienne, la génération fin des années 90, celle d'avant et encore aujourd'hui. Cette saga est intemporelle. Produits dérivés, films, Dragon Ball s'implante bien comme le papa des shonen, tant son influence est présente, même dans les animés récents. Au niveau du gaming, des dizaines de jeux Dragon Ball ont été créés et qui ont plus ou moins marqué l'industrie du jeu vidéo. On peut citer par exemple l'excellent Dragon Ball Z Hyper Dimension, sorti en 1996 sur Super Nintendo, ou encore Dragon Ball Z Budokai, sorti en 2002 sur PlayStation 2, qui, pour rappel, est le premier jeu de combat en 3D qui a fait l'unanimité par la presse. Non, je ne parlerai pas de cette dope de Final Boot. Mais regardez-moi cette merde. Mais en 2004, une série à part a émergé sur console portable. Peu connue du grand public, elle a marqué toute une génération de fans grâce à sa nervosité, sa fidélité à l'anime et sa touche stratégique unique. Aujourd'hui, on remonte le temps, replongeons dans deux jeux Dragon Ball cultes mais oubliés. Super Sonic Warrior. Tout commence en 2004. Ban Presto, déjà bien implanté dans les jeux Dragon Ball, avec la série notamment des Budokai, décide de proposer une expérience complètement différente. Cette fois-ci, il confie le développement à deux studios. Dans un premier temps, Arc System Works, studio japonais spécialisé dans les combats 2D, qui ont fait entre autres l'incroyable Guilty Gear. Ils sont réputés pour leur système de combat technique et leur savoir-faire en pixel art. Mais le studio principal pour la création de ce projet n'est autre que l'entreprise Cavia. Entre autres, ce sont les créateurs d'une série que vous connaissez sûrement tous, Nier. Le studio était récent à cette époque. Seulement créé en 2000, ils ont su rapidement se faire un nom auprès des éditeurs, notamment pour leur flexibilité, leur coût de production moindre, moins cher par rapport à leurs homologues, et surtout rapide dans leur processus de création. L'idée de base, avant que le projet ne soit fini, était de réaliser un jeu de combat aérien en 2D, en s'inspirant de ses homologues précédents comme Dragon Ball Z Super Butoden 2. Rapide, nerveux, fidèle à l'univers de Dragon Ball, mais pensé pour les consoles portables. À cette époque, c'est la Game Boy Advance qui est très populaire. D'abord la Game Boy Color classique, sortie en 1990, pour arriver sur la Game Boy SP, plus pratique, plus portable, avec son clapet que l'on peut glisser dans sa poche. La Game Boy s'est d'ailleurs vendue à plus de 118 millions d'exemplaires. En même temps, écoute-moi ce poulet. C'est donc dans un premier temps sur cette dernière que Dragon Ball Z Super Sonic Warrior 1 voit le jour. Dès sa sortie, Super Sonic Warrior surprend. Visuellement, c'est du pixel art bien réalisé, mais surtout un gameplay nerveux, accessible et qui propose surtout un vrai feeling Dragon Ball dans le creux de notre main. Certes, dans cet opus, il n'y a que 13 personnages jouables, mais tous ont un arc narratif plus ou moins court. On a la possibilité de suivre Goku sur les 3 arcs majeurs, Namek, la saga de Cell ou celle de Boo. On prend à peu près 1 heure en moyenne pour finir les stories les plus longues, et donc la durée de vie pour le mode histoire est donc d'environ une dizaine d'heures. Les combats se déroulent sur un plan en 2D, avec des déplacements verticaux, essayant de refléter les combats aériens de l'anime. Dans le gameplay, on a la possibilité d'effectuer des attaques faibles et fortes au corps à corps, d'envoyer des kikwa et des attaques spéciales. Les spés vont être d'ailleurs différentes en fonction de la position du personnage, que l'on soit en haut, en bas ou sur les côtés. Certains personnages ont par ailleurs des skills, chaque personnage a donc ses propres particularités, rendant le gameplay varié et stratégique. On a également, avec la sortie de ce premier opus, un système de tag en 3v3, une nouveauté dans les jeux Dragon Ball Z. On pourra, pendant un combat, changer de combattant, permettant de diversifier les actions durant les combats, avec la possibilité d'utiliser des attaques spéciales dès le changement de personnage. Et surtout, ce qui va rendre le jeu populaire, en plus des nouveautés de gameplay, ce sont les what if. Qui n'a jamais rêvé de changer l'histoire de la saga? Pouvoir voir Goku en œuvre dès le début de la saga Cell, affrontant le Dr Gero ou encore C18. Avoir la possibilité d'observer Goku utiliser le Genkidama sur Super Boo, évitant les formes de Bootengs, Buan ou encore Kid Buu. Et bien sur Super Sonic Warrior, c'est possible. Si vous pensiez que les What If étaient une création des Budokai Tenkaichi 3, et ben vous vous êtes trompé. Super Sonic Warrior est donc le papa des What If, du changement narratif que l'on peut voir dans les différents jeux, comme Tenkaichi 3 comme j'ai dit précédemment, ou alors Sparking Zero. Les ventes de ce premier opus sont à peu près estimées à 700 à 1 million d'exemplaires dans le monde, un pari réussi pour un jeu GBA qui a eu pour rappel une non-commercialisation en Asie. Et ça s'arrête ici pour Super Sonic Warrior. Je vais pas rentrer plus dans les détails puisque là on s'attaque à un vrai morceau. Le jeu qui m'a fait passer des heures
dans ma chambre sous la couette pour éviter de me faire punir par mes parents. Le jeu qui a rentabilisé la R4 achetée par mon père. Je veux bien évidemment parler de Super Sonic Warrior 2. Super Sonic Warrior 2 sort en 2005 sur Nintendo DS, nouvelle console portable ayant eu un énorme succès au Japon et en Europe. Ce nouvel opus est bien plus qu'une simple suite. C'est une version enrichie, approfondie et beaucoup plus ambitieuse que le premier volet. Des nouveautés majeures ont été ajoutées au jeu par rapport à son grand frère. Graphiquement, on change de dimension. Sur Game Boy Advance, Super Sonic Warrior 1 était déjà très propre, mais avec la Nintendo DS, Banpresto et Arc System Works passent à la vitesse supérieure. On observe alors une amélioration des commandes, plus fluide et plus précise. On passe à du 1 contre 1, du 2 contre 2 ou même du 3 contre 3 avec un système de formation d'équipe dynamique où chaque personnage a un rôle stratégique à jouer. Les personnages de soutien sont là pour vous aider à prendre de l'espace, pour recharger votre ki. Les personnages non jouables, comme Dende ou encore Dodoria, ont alors un intérêt dans le gameplay. D'ailleurs, vous pouvez en composant correctement votre équipe, obtenir des passifs qui boostent les statistiques de l'équipe. C'est d'ailleurs plus simple, notamment grâce au double écran de la Nintendo DS permettant une meilleure optimisation. Le combat se déroule sur l'écran du haut, tandis que la tactique et les infos du combat sont en bas. Tu peux changer de personnage en touchant simplement l'écran tactile, ce qui rend les combats beaucoup plus dynamiques. La gestion du ki devient plus technique, les attaques spéciales peuvent s'enchaîner et les ulti-finishers sont plus longs, plus stylisés, avec de vrais effets visuels, comme des ralentis, des zooms, des impacts. On se croirait presque dans l'animé. Les sprites ont été redessinés pour la Nintendo, plus colorés, mieux animés, de meilleurs effets visuels, plus percutants, avec des explosions, des auras, etc. Les backgrounds évoluent pendant les combats. Les attaques ultimes, comme le Genkidama ou le Final Flash de Vegeta, bénéficient de cutscenes très stylisées. Les transformations en plein milieu du combat sont d'ailleurs possibles. Par exemple, Goku peut passer en Super Saiyan 3 si certaines conditions sont remplies. Les musiques et les sons ont également été retravaillés. Il y a de nouvelles musiques originales, plus intenses que sur Game Boy. Parlons roster maintenant. Super Sonic Warrior 1 comptait 13 personnages jouables, déjà solides, mais le 2 les dépasse largement, avec un roster qui a été énormément élargi par rapport au premier volet. Des personnages comme Cooler, Dabra, Mecha Freezer, Majin Vegeta, Gohanado, Broly et bien d'autres ont été ajoutés. Chaque personnage dispose de combos uniques, d'un ou de plusieurs finishers et de dialogues contextuels selon l'adversaire. Mais c'est pas tout. Côté contenu, Super Sonic Warrior 2 explose le premier volume. On a le droit à un mode histoire retravaillé, de gros changements sont observés, chaque personnage a plusieurs scénarios possibles, dont l'histoire canon et des scénarios what if, encore plus développés et parfois très sombres ou inédits. Par exemple, on peut voir Goku qui devient le roi des Saiyans, ou encore une timeline où Gohan tue Goku. Pour débloquer tous les arcs, on doit parfois réaliser des choses spécifiques, par exemple utiliser une attaque précise, terminer un combat avec un perso particulier, gagner avec un finish move ou laisser un allié mourir. Cela rend le jeu certes assez chronophage, mais ça en vaut la chandelle. Ce mode pousse le fan à rejouer avec chaque perso pour découvrir des embranchements et des fins alternatives. Différents modes sont rajoutés, on peut avoir un mode arcade, un mode multijoueur sans fil local, je précise, pas en wifi, est exclusive à la Nintendo DS. Et il y a un mode qui m'a fait arracher les cheveux quand j'étais gosse, le mode maximum. Le mode maximum, c'est entre autres un mode solo compétitif qui combine des défis, de la survie et de la progression de personnages. C'est un enchaînement de combats contre l'IA avec un système de classement et de gestion d'équipe. Tu as la possibilité de choisir entre 1 et 3 personnages pour former ton équipe. Chaque personnage, comme sur Sparking Zero, possède des points d'épée. Chaque combat t'oppose à une équipe prédéfinie avec une composition et une stratégie unique. L'IA, au fur et à mesure de la montée de palier, devient progressivement plus intelligente et agressive avec des adversaires de plus en plus pétés. Je vous dis que je me suis arraché les cheveux sur ce mode maximum, mais je veux vous dire pourquoi. Il y a un adversaire qui m'a fait ronger les coins de ma DS. C'est cet enfoiré de Broly. Le nombre de retours lobby que je me suis tapé, c'est une catastrophe. Je suis d'ailleurs traumatisé par le son d'intro avant le début de chaque fight. Le gars il est comme dans l'animé, il est complètement pété. Il peut spam son Eraser Canon en boucle. À l'époque, je regardais pas de tuto sur YouTube. D'ailleurs, YouTube n'existait même pas. C'était Dailymotion la star de l'époque. Je peux vous dire que j'en ai chié. Alors le moment où j'ai eu la musique de victoire, j'étais tellement heureux. Et c'est ça qui a fait que j'ai kiffé le jeu, c'est sa difficulté, devoir tryhard sous ma couette, chose que je n'arrive plus à trouver actuellement dans les jeux Dragon Ball. Même sur Sparking Zero, où je maîtrise le contre Z à la perfection, je n'y arrive plus. Et justement, c'est ce côté tryhard qui fait que le jeu a fait un bond en avant par rapport à l'épisode 1 et qu'il fait partie de l'un de mes jeux console portable favoris. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi la saga elle s'est arrêtée? Malgré son succès critique et commercial, la saga Super Sonic Warrior s'éteint après seulement 2 jeux. Mais alors pourquoi? Déjà, le deuxième volet s'est moins bien vendu, il s'est vendu à moins de 300 000 exemplaires. Il y a d'ailleurs eu un changement de stratégie chez
chez Namco Bandai, avec une priorité donnée à la 3D, notamment avec le Budokai 2, Budokai 3, la saga Tenkaichi ou plus tard avec Xenoverse. Les consoles portables s'éloignent du style 2D au profit de jeux beaucoup plus réalistes. En 2014, on a quand même Pokémon X et Y qui sortent. Rien à voir niveau qualité. Arc System Works, de son côté, se concentre sur des projets beaucoup plus ambitieux, comme BlazBlue ou alors Dragon Ball FighterZ. Aucune suite ni portage officiel n'a vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, Super Sonic Warrior reste aujourd'hui un titre culte chez les fans de Dragon Ball. Le jeu, il est encore énormément émulé. Il y a d'ailleurs des tournois amateurs qui se réalisent sur ce jeu. Certains fans considèrent que Super Sonic Warrior a inspiré des mécaniques de Dragon Ball FighterZ, notamment avec son dynamisme, les combos coordonnés et le système de tag. Il existe même des modes amateurs avec des personnages de Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT, gardant le gameplay d'origine. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Super Sonic Warrior, c'est la preuve qu'un jeu Dragon Ball n'a pas besoin d'être en 3D ou être ultra technique pour être fun. Grâce à un gameplay bien pensé, une direction artistique fidèle et des idées novatrices pour l'époque, cette mini-saga mérite amplement sa place dans l'histoire des jeux Dragon Ball. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Arc System Works reviendra nous surprendre avec une suite inattendue.